Mais ce débat, je voudrais que vous sachiez qu'il ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, on discutait de savoir si c'est mieux les choses nouvelles ou les choses anciennes. Montaigne, par exemple, était absolument opposé aux choses modernes. Il disait les choses anciennes, on a déjà eu le temps de voir les problèmes et de les régler. Les choses modernes, elles vont nous apporter des trucs qu'on ne connaît pas encore et ça peut faire mal. Voilà. Vous avez d'un côté Rousseau qui va vous dire que le tableau de la nature lui offre harmonie et proportion alors que le genre humain ne lui offre que confusion et désordre. Alors Rousseau pense que la nature est bonne. Ce qui va avec la nature humaine est bonne, et c'est la société qui le corrompt. Bernardin de Saint-Pierre, dans un livre qui s'appelle Les harmonies de la nature, explique que tout dans la nature est fait pour que les humains soient bien. Et la nature a même créé le melon avec des dessins de tranches pour être mangé en famille, et la citrouille pour manger avec les voisins. Vous voyez que tout est fait pour que tout aille bien dans la nature. Mais il n'y a pas que Bernardin de Saint-Pierre, il y a aussi Buffon. Buffon, c'est le deuxième plus grand naturaliste du XVIIIe siècle, au niveau international. Mais c'était aussi un industriel. Il décrit la nature en disant « Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. » Vous voyez, c'est la nature sauvage, là. La nature qui, partout ailleurs, brille par sa jeunesse, paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargés de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Ça, c'est pour le haut. Dans le bas, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. La nature brute est hideuse et mourante. Oui, c'est un grand naturaliste qui vous dit la nature brute est hideuse et mourante. C'est moi, l'homme, moi seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Desséchons ses marais, animons ses eaux mortes, mettons le feu à cette bourse superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consommées. Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Donc vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Bientôt, au lieu du jonc du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. Vous voyez là un credo dans le progrès lié à la domestication totale de la nature et dans la destruction totale de son aspect sauvage. Bon, moi, Buffon, je m'en passe bien. Donc. À partir du XVIIIe siècle, on croit au progrès. Le progrès devient un fondement de nos sociétés, avec une sorte de mythe du progrès. Il y a un progrès scientifique qui amène un progrès technique. Ces progrès techniques amènent un progrès dans le confort pour les humains. Et du coup, débarrassés des contraintes matérielles, les humains vont s'élever l'esprit et l'âme, et il y aura un progrès social et moral. Voilà en gros le mythe dans lequel nous vivons depuis le XVIIIe siècle. C'est remarquable que l'exposition internationale de Chicago en 1933 titre « Un siècle de progrès ». On vient quand même d'inventer il n'y a pas longtemps la Première Guerre mondiale et la première grande crise économique. Et n'empêche, un siècle de progrès. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas grave, on a fait une guerre mondiale, mais promis, on ne recommencera plus. C'est la der des der, vous savez.